Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bi-Investisseur Responsable. Olivier, salut. Olivier Ranjard. Bonjour Stéphane. Olivier, donc, il y a écrit, et c'est la thématique que tu nous proposes, allocation d'actifs dans un contexte de récession. Moi, je veux quand même, avant de parler du contexte de récession, que tu nous expliques ce que c'est que ce rallye, là. Qu'est-ce que c'est que ce rallye sur les marchés boursiers? D'où il sort et qu'est-ce qu'il veut dire? Effectivement, il y a un petit rallye, un petit rebond des marchés européens, qui est assez puissant d'ailleurs, oui. Puisqu'on a quasiment une bonne dizaine de pourcents de progression au cours de ces dernières semaines. Et le principal moteur de ce rallye, il tient sans doute dans le résultat des entreprises, qui sont plutôt de bonne facture. Après, quand on commence à élargir l'horizon d'analyse, on voit que les marchés américains rebondissent peu, en particulier les valeurs de croissance et le Nasdaq, qui restent très proches de ses plus bas. Et du côté des marchés émergents, on a eu un rebond du marché chinois généré par des rumeurs d'une politique zéro Covid qui serait finalement interrompue par le gouvernement chinois. Mais dans l'ensemble, les marchés émergents restent également sous pression. Donc un rebond, oui, sur les marchés européens, mais un rebond qui semble encore plutôt faible. Oui, et attention aux rumeurs sur une interruption de la politique zéro Covid de la part des Chinois. Il n'y a aucune raison. Enfin, je le dis d'un mot comme ça, mais ils ont un problème de vaccin, point à la ligne. Ils n'ont pas le choix finalement, et il n'y a aucune raison qu'après avoir mené cette politique depuis 2 ans, ils l'arrêtent comme ça, soudainement. Effectivement, et on voit mal tout d'un coup le gouvernement chinois changer totalement de politique sanitaire. Tout à fait. Et puis n'oublions pas également qu'il y a des problématiques structurelles du côté de l'économie chinoise qui sont là durablement. Tu l'as dit, le Nasdaq, et ça va te permettre d'ailleurs de nous expliquer un petit peu ce qui se passe, parce que mine de rien, enfin en tout cas c'est ta lecture, on a vécu un crack de l'an 2000 sur le Nasdaq, pas très très loin, c'est ça? Je pense que ça ressemble beaucoup à l'an 2000, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on regarde ce qui se passe depuis la fin du premier trimestre de l'année 2021, les valeurs d'hypercroissance américaines, donc des valeurs de technologie avec une très forte croissance, mais une très faible rentabilité, abandonnent en moyenne 75% par rapport au point haut. Donc 75%, ça ressemble furieusement à ce qui s'est passé au début des années 2000, et on avait eu d'ailleurs des baisses qui avaient été jusqu'à moins 85% et dans certains cas moins 90%. Donc on a une purge très sévère. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est quand même bien avancée. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle semble-t-il pas tout à fait finie, cette purge. Pourquoi? Parce que les investisseurs, après avoir commencer à s'intéresser à la problématique des valorisations, sont en train de maintenant de regarder la problématique de la rentabilité et la capacité des entreprises à générer une croissance de leurs résultats sur les années à venir. Il y a un chiffre quand même moi qui m'impressionne, c'est la capitalisation boursière de Meta, donc Facebook, c'est 800 milliards de dollars en moins. Qui sème le vent récolte la tempête, dit l'adage. Bon, ok pour les années 2000, tu vois aussi une forme de parallèle à faire avec les années 70 dans ce qu'on est en train de vivre, Olivier. Oui, ça c'est sur le point de vue économique, mais je pense que beaucoup d'observateurs font le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé au cours des années 70. D'abord d'un point de vue économique, avec un choc énergétique qui est quand même assez puissant, en particulier pour l'Europe, avec une accélération de l'inflation qui ressemble peu ou prou à ce que l'on a eu également au cours des années 70. On retrouve aujourd'hui avec des chiffres d'inflation en Europe à 10%, des chiffres d'inflation aux États-Unis à 8%, des niveaux inconnus. T'es toujours dans l'idée qu'elle peut pas être contenue, cette inflation-là? On a l'impression quand même que la politique monétaire essaye de faire ce qu'il faut pour contenir cette inflation. On va avoir un ralentissement de l'inflation, c'est inéluctable. Et c'est inéluctable. Oui, on va pas rester à 8-10, quoi. On va pas rester à 8-10. Ouais. Ça nous semble acquis. Et à la fin de l'année 2023, on sera sur des chiffres d'inflation qui seront plutôt autour de 3% que 8 à 10%. Pourquoi? Parce que la demande est progressivement en train de s'ajuster. On voit une demande qui commence à ralentir, en particulier en Europe et aux États-Unis. Et sur la problématique de l'offre, on voit que les tensions sur l'offre également sont en train de s'amoindrir. Et l'une des illustrations
qui montrent que les tensions sur l'offre sont en train de se réduire, c'est par exemple l'évolution du coût du fret maritime au départ de la Chine et à destination des pays occidentaux, coût du fret qui est en train de corriger de manière très sensible. Donc oui, l'inflation va... comparable au Nasdaq d'ailleurs. Et au Bitcoin. Donc oui, l'inflation va ralentir. Parce que les banques centrales ont réagi, parce que les conditions financières sont en train de se durcir de manière très importante, ce qui pose in fine le risque d'une récession au cours des prochains mois. Risque de récession dont tout le monde parle, c'est peut-être la récession la plus anticipée de l'histoire de ces 100 dernières années, peut-être la plus souhaitée. Pour autant, on la voit pas encore tout à fait aujourd'hui, la récession. Donc c'est un peu également le paradoxe. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on a des mesures de la croissance instantanée aux États-Unis qui nous disent que la croissance américaine aujourd'hui serait plutôt autour de 3 à 4%. Donc on reste encore loin de cette récession. Oui, parce que c'est tout le paradoxe, Olivier, qui est passionnant, c'est que c'est une récession artificielle en fait, provoquée par le resserrement des conditions monétaires. C'est en partie une récession, je ne vais pas la qualifier d'artificielle, mais ce qui est effectivement provoqué par le très fort durcissement des banques centrales. Et c'est vrai que lorsqu'on élargit, quand on regarde les fondamentaux économiques, par exemple, des États-Unis, on ne voit pas de grands déséquilibres similaires à ceux qu'on a pu avoir lors des crises précédentes. Vous regardez la dette des agents économiques, les ménages américains, aujourd'hui, ils sont endettés plutôt raisonnablement par rapport à ce qu'on a connu en 2007-2008. Vous regardez la dette des entreprises américaines, on est peu ou prou sur les standards qu'on a pu avoir au cours de ces 20 dernières années. Donc on ne voit pas de déséquilibre fondamental très important sur l'économie américaine. On pourrait discuter du cas de l'économie européenne ou du cas de l'économie chinoise, où là, il y a probablement des déséquilibres qui sont un peu plus puissants, mais c'est vrai que le moteur récessif qui est en train progressivement de se mettre en place tient à l'action des banques centrales et à la formidable remontée des taux d'intérêt que l'on observe depuis maintenant 9 mois. Rapidement, on est au bout sur les taux d'intérêt ? On approche du bout. Ouais, à un moment. C'est facile à dire. La Banque centrale américaine aujourd'hui a un taux directeur à 4%. On anticipe 5% d'ici le début de l'année prochaine. La Banque centrale européenne a mis son taux directeur aujourd'hui à 2%. On anticipe potentiellement 3% d'ici la fin du premier trimestre 2023. Donc on a fait 75% du chemin et les marchés ont bien anticipé le fait que les banques centrales allaient continuer à court terme, mais progressivement se mettre en pause. Par contre, là où on a une difficulté d'appréciation, c'est vraiment sur ce risque de récession et la conséquence que cela pourrait avoir sur le résultat des entreprises et in fine donc sur le comportement des marchés d'actions. Et puis à chaque fois on est sur ces fameuses anticipations autoréalisatrices, quoi. Hein. Voilà, à force de l'annoncer, des chefs d'entreprise qui se mettent alors que leur carnet de commandes est plein, mais qui se mettent en posture de moins investir, qui se mettent en posture de peut-être moins embaucher. C'est pas ce qu'on constate aujourd'hui, mais peut-être ça viendra. Donc, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion sur les allocations d'actifs, Olivier, dans ce contexte très très particulier quand même ? C'est vrai que ce contexte est très particulier et ce que nous sommes en train de faire, c'est progressivement, nous sommes en train de faire évoluer notre allocation d'actifs. Si je reprends l'allocation d'actifs telle qu'elle était il y a de ça 6 mois maintenant, on était sous-pondéré sur les actions, sous-pondéré sur la sphère obligataire, compte tenu de l'environnement dans lequel on est. Nous sommes progressivement en train de remonter aujourd'hui notre allocation sur la sphère obligataire, donc sur les taux d'intérêt, compte tenu du fait que les taux ont remonté de manière assez importante et que 2 phénomènes sont à l'œuvre. D'abord, une espérance de rendement à moyen terme sur cette classe d'actifs obligataires qui s'améliore sensiblement, voire très sensiblement, si vous regardez par exemple le marché américain. Et puis ensuite, une sphère obligataire qui pourrait rejouer de nouveau son rôle de diversification, en particulier les obligations d'État, si on basculait dans un scénario de récession sévère. Puis le deuxième élément que l'on est en train de regarder, c'est rechercher le point d'entrée sur les marchés d'actions. Et on s'est livré à une petite analyse historique, d'ailleurs, de comment travailler un point d'entrée sur les marchés d'actions. Ce que l'on a fait, c'est on a regardé les marchés baissiers de ces 50 dernières années aux États-Unis, et on a regardé, une fois que le marché avait déjà corrigé de 25%, ce qui est peu ou prou le cas aujourd'hui du marché américain, quelle était historiquement la performance du marché américain 1 an après, 3 ans après, 5 ans après. Ce que l'on observe, c'est que 1 an après, tout est possible. C'est-à-dire que
Dans le meilleur des cas, on peut avoir une progression de 25%. Dans le moins bon des cas, on a une baisse de moins 25%. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un marché baissier très puissant, on a une baisse entre le point haut et le point bas qui est de l'ordre de 50%. À 3 ans, par contre, dans 90% des cas, la performance est positive. Et il y a un cas où on a une performance légèrement négative à moins 3%. Et puis à 5 ans, la performance historiquement est toujours positive. Donc on est progressivement en train de trouver des niveaux de valorisation sur les marchés qui deviennent progressivement de plus en plus attractifs, d'autant plus que l'horizon d'investissement est assez long. Oui, parce que c'est ça qui est important dans ce que tu viens de nous dire, Olivier. À échéance d'1 an, tout est possible. Tout à fait. Voilà. Et c'est là qu'il faudra garder son calme, si jamais il faut garder son calme. Tout à fait. Ouais. À échéance d'1 an, tout reste possible. Par contre, on a des niveaux de valorisation qui progressivement sont en train d'être suffisamment attractifs si on a un horizon d'investissement à 3 ans et 5 ans. Donc notre idée, c'est progressivement de remettre du risque sur la partie action au cours de ces prochains mois. L'heure de reprendre du risque. Je n'en attendais pas moins de vous. Voilà, c'est ça l'idée. Merci Olivier. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro de Bi Investisseur Responsable.